Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. La France et l'Angleterre à couteau tiré sur la pêche. Paris menace de bloquer l'accès aux ports français si Londres n'accorde pas plus de licences aux pêcheurs français. Il faut savoir qu'on parle là de quelques dizaines de bateaux de pêche. Mais de son côté, Londres a convoqué l'ambassadrice de France pour dénoncer l'agressivité de Paris. Pourquoi ce dossier est-il à ce point inflammable alors que les contentieux se multiplient entre nos deux pays sur la question des migrants, du sous-marin australien ou encore des conséquences du Brexit? Les relations se sont-elles réellement et brutalement dégradées entre Emmanuel Macron et Boris Johnson? Jusqu'où ira cette mésentente à peine cordiale? Français et Britanniques peuvent-ils se permettre d'entretenir de mauvaises relations? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Macron-Johnson, rien ne va plus ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anne-Elisabeth Moutet. Vous êtes éditorialiste au Daily Telegraph. On peut retrouver votre article intitulé, alors si on le traduit, Emmanuel Macron dans l'embarras sur le site du Daily Telegraph. Catherine Mathieu, vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Christian Roudeau, journaliste, vous avez été correspondant 12 ans en Grande-Bretagne pour Radio France. Je rappelle votre ouvrage sur ce sujet, Entente glaciale, c'est aux éditions Alban. Et puis par ailleurs, vous venez de publier À la table des tyrans, c'est aux éditions Flammarion. Enfin, Philippe Turle, journaliste britannique, chroniqueur international sur France 24. Et vous revenez tout juste de Rome, où vous avez suivi le G20. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Catherine Mathieu, est-ce que vous pouvez vous improviser Madame Loyal, j'allais dire, et nous dire qui a raison dans ce conflit sur la pêche? Côté français, on dit « Ah, les Anglais refusent d'accorder les licences à nos pêcheurs alors qu'ils s'y étaient engagés ». Et côté anglais, on dit « Mais non, on a accordé 98% des licences demandées et tout a été fait dans les règles de l'art ». Alors, je vais essayer. Ce n'est pas une question facile. Les Britanniques ont effectivement accordé de nombreuses licences aux pêcheurs de l'Union européenne. Ils ont accordé 1700 licences. Ça concerne tous les types de bateaux et en particulier les grands bateaux qui vont pêcher dans les eaux britanniques. Le problème qui se pose du côté français, ça concerne les petits bateaux en particulier qui vont dans les zones de pêche de Jersey et pour lesquels on parle actuellement d'une cinquantaine de bateaux qui n'ont pas eu l'accord du gouvernement, des autorités de Jersey pour poursuivre leurs activités de pêche ou pour effectivement avoir des activités de pêche dans cette zone. Et c'est difficile en fait de savoir qui a raison dans cette question parce que du côté de Jersey, ça fait des mois qu'on dit aux pêcheurs français, si vous nous donnez la preuve que vous veniez pêcher avant le Brexit dans les eaux de Jersey, il n'y a pas de problème, vous continuez à pêcher. Ça a été le cas pour 114 bateaux. Et puis il reste une cinquantaine de bateaux qui n'ont pas réussi à fournir les éléments que demandaient les autorités de Jersey. Et c'est ça qui a créé le nœud du problème depuis quelques jours entre la France et le Royaume-Uni. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les autorités de Jersey ont dit, bon, il y a quelques bateaux, à peu près 5 ou 6, où on sait qu'il va y avoir un remplacement de bateaux, des vieux bateaux qui vont être remplacés par des neufs. Donc ceux-là, on va leur accorder la licence. Et puis donc il reste un certain nombre de bateaux pour lesquels on va étudier au cas par cas ce qui se passe. Mais quand on est à l'extérieur, c'est assez difficile de comprendre où est la réalité du problème sur la fourniture des documents, parce qu'on a vraiment deux sons de cloche opposés. Du côté de Jersey, on dit quand on nous donne les documents, on valide. Et du côté français, on dit on a donné des documents, mais on ne les prend pas en compte. Anne-Elisabeth Moutet, si j'ai bien compris, on parle de 50 bateaux de pêche. La pêche, c'est 0,1% de l'économie britannique, on a envie de dire. Et malgré tout, on a ces deux grands leaders. Et ça fait la une de tous les journaux. On a envie de se dire, est-ce qu'il y a un adulte dans la pièce, pour reprendre la fameuse expression, là, is there an adult in the room? Parce que ça a l'air d'être lilliputien comme dispute. Probablement pas, et on a tout de même l'impression que dans le cas des deux leaders, Boris Johnson et Emmanuel Macron, il y a des avantages évidents de politique intérieure à faire le matamor quand la situation n'est pas si bonne. La presse britannique souligne que si les petits bateaux français n'avaient pas de GPS prouvant leur présence dans
dans les eaux territoriales britanniques, c'est parce qu'ils n'ont pas respecté des règlements qui n'étaient pas très importants. On parle de mini-bateaux de pêche qui sont tellement petits qu'ils pêchent à la ligne et qui n'ont pas de GPS. J'ai un GPS dans mon téléphone. Ouais. C'est pas non plus, c'est pas un truc high-tech comme en 1982. C'est quand même quelque chose d'assez récent. Ne serait-ce que s'ils avaient pris des photos d'eux avec un gros poisson, la photo serait taguée. Ça pourrait le prouver. Je veux dire que c'est pas non plus. On a tout de même l'impression que les Britanniques ont dit, d'abord pour Jersey spécifiquement, c'est plus important ce nombre-là parce que c'est une petite partie, comme l'expliquait Catherine, de toute une zone de pêche qui va pratiquement jusqu'à la frontière des eaux islandaises. Donc c'est vraiment quelque chose de très large. Dans le cas spécifique de Jersey, c'est important, mais aussi il est évident qu'on a fait tellement de ce qui est d'avanie, je dirais, dans les règles aux importations britanniques dans l'Union européenne, en faisant des contrôles camion par camion qui étaient tellement longs, en vérifiant non pas le contenu d'un conteneur, mais le contenu de chacun des paquets qui étaient dans le conteneur, de façon à ce que ça dure des heures, que les chauffeurs de camions qui ne sont pas payés pendant toutes ces heures-là finissent par abandonner leur boulot de chauffeur ces routes-là en disant non, c'est trop long, ça me rapporte rien, ça me coûte. Et aussi, ça gâchait la marchandise. Vous faites attendre des poissons pendant 15 heures dans un camion, soit son moteur tourne en permanence et à ce moment-là, le chauffeur est asphyxié à l'oxyde de carbone. Soit donc il y a des rancœurs soit vous fermez accumulées. le moteur et le poisson pourrit parce que le frigidaire ne marche plus. Donc il y a des rancœurs et là ça explose sur ce dossier lilliputien que sont ces 50 bateaux de pêche. C'est picrocolin, c'est lilliputien, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vrai aussi que effectivement l'animosité et l'agressivité sont sans commune mesure, parce que d'abord il y a eu des paroles extrêmement malheureuses. Ce n'est pas la première fois que des Français disent qu'il faut punir les pays qui veulent quitter l'Union européenne de façon à ce que les autres ne soient pas encouragés, mais ça a été vécu comme quelque chose de non seulement insultant, mais une agression à l'idée même de démocratie. L'Union européenne n'est pas la prison de Fleury-Mérogis. Donc si on veut sortir en remplissant les conditions, en payant ce qu'il faut payer et en faisant des traités, même si ça s'est passé mal, il n'y a pas de raison de punir les gens après, alors que le traité a été signé, que le Premier ministre de la France, au lieu de discuter de la présence ou non de papiers qui documenteraient l'existence de ces fameux bateaux dans les eaux où ils devaient se trouver avant le Brexit, et qu'au lieu, ils disent et ils demandent à l'Union européenne, il envoie une lettre à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, pour dire il faut qu'on rende plus difficile et plus pénible le départ aux nations de l'Union européenne. Les Anglais disent nous, ça nous justifie pour avoir voté le Brexit. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis pour le Brexit, ça veut dire que ça justifie dans l'esprit de beaucoup de monde l'idée qu'une association où on se fait taper dessus parce qu'on dit ça ne correspond plus à mes opinions et à mon idée de ce que c'est qu'une démocratie, ça ressemble au Comecon, ça ressemble au pacte de Varsovie. Ouais. Christian Roudeau, c'est vrai que cette lettre qu'aurait envoyée Jean Castex à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en disant il faut clairement montrer aux Anglais qu'il y a davantage de dommages à quitter l'Union européenne plus qu'à y demeurer, on a l'impression de deux pays qui ont envie d'aller au contact, qui ont envie d'aller au conflit et qui ont trouvé, là, ces 50 pêcheurs, un prétexte pour que ça cogne. Tout à fait. Moi, je pense que le mot prétexte est approprié parce que, effectivement, ça semble totalement disproportionné. La rivalité franco-britannique sur un dossier qui est quand même, effectivement, lilliputien, comme vous le disiez. Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, il y a deux personnalités qui sont totalement opposées. Un Boris Johnson qui est imprévisible, un Emmanuel Macron qui a tendance à être inflexible. Derrière ça, il y a quand même un homme qui a misé sa carrière et qui a plutôt réussi en pariant sur la rupture avec l'Union européenne. On a un autre qui fait le pari dans la campagne à venir de l'Union européenne, presque de se poser en leader européen. Donc vous avez quand même deux points de vue donc assez opposés. Dans le style, l'un est sérieux, l'autre est fantasque, et l'un veut montrer que le Brexit, ça marche, et l'autre veut montrer que le Brexit, c'est un échec. J'aurais tendance à dire que c'est un peu de bonne guerre aussi. Si effectivement il était facile de venir, de partir quand on veut d'une union, d'une construction, d'un projet européen, et que c'était finalement sans aucun chemin de rose. Difficulté. Bon ben voilà, je pense que c'est un peu de bonne guerre et il fallait bien que Boris Johnson s'y attende. Mais derrière tout ça, il y a quand même aussi le poids de l'histoire. Je pense qu'il y a deux rivalités entre, moi c'est ce qui m'a toujours marqué, deux pays qui sont des semblables. Une rivalité parce que vous avez un poids démographique
similaires, deux pays qui sont deux puissances, les deux seules puissances nucléaires en Europe. Vous avez aussi deux anciennes puissances coloniales, deux empires coloniaux et des puissances qui ont progressivement perdu de leur éclat et qui sont devenues des puissances moyennes. Et donc vous avez donc cette rivalité, deux PIB à peu près du même poids, hein, 5e, et donc 6e. Comme deux frères jumeaux, on se toise et on aime se chamailler. C'est la rivalité des semblables et qui fait que, voilà, et presque, je dirais, il y a aussi un petit côté presque rassurant, réconfortant, parce que c'est une rivalité qu'on connaît depuis Guillaume le Conquérant, depuis Jeanne d'Arc, et quelque part, chacun aime bien d'une façon ou d'une autre, parce que là on va dire, cette histoire de pêche, c'est quand même pas très sérieux, on aime bien entretenir cette rivalité qui est presque familière. Philippe Turle, vous les avez vus, vous, Boris Johnson et Emmanuel Macron, lors du G20. Comment étaient-ils? Alors, ils se sont toisés comme deux frères jumeaux là, qui avaient envie d'en découdre? Vous savez, quand on est arrivé sur place, c'était le sujet qui a dominé les débats entre journalistes. Alors, quand est-ce que Boris Johnson et Emmanuel Macron vont se voir? Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont se taper dessus? Est-ce qu'on va trouver une solution? On a presque oublié le coronavirus et le réchauffement climatique et les grands sujets qui étaient vraiment le centre de ces débats à Rome. Et donc, on a eu plusieurs messages qui sont sortis, et du côté de 10 Downing Street et du côté de l'Élysée, en disant, bon, le rendez-vous, ça sera samedi après-midi. Finalement, non, c'est déporté à dimanche matin. Et ensuite, les deux fils sur WhatsApp qu'on avait des deux chanceliers britanniques et français disaient, non, il n'y aura aucune déclaration à la fin des discussions et aucune photo des deux dirigeants. Donc on a dit, bon, ça sert à quoi si cette réunion a lieu et on ne saura pas de quoi il s'agit à la fin des discussions. Donc, les discussions ont eu lieu, on n'a pas connu l'heure, on a appris plus tard, ils sont en train de discuter ensemble dimanche matin, et à la fin des discussions, assez rapidement, il y a eu une communiqué de l'Élysée qui faisait comprendre qu'Emmanuel Macron avait quand même réussi à pas complètement dénicher la situation, mais il avait quand même calmé une solution sur le long terme avec les Britanniques. Pas de communiqué du côté 10 Downing Street. Et plus tard, 2 heures plus tard, on reçoit un message de 10 Downing Street qui dit presque exactement le contraire, que les discussions ne se sont pas bien passées, qu'il n'y a pas eu de solution trouvée et que donc la situation restait presque pareille. Donc on s'est dit, bon, la conclusion c'est que on n'a pas dû trouver de solution et en plus, au lieu qu'on a un réchauffement entre les deux leaders, c'est peut-être encore plus tendu à la fin de ces deux discussions. Ensuite est venue les conférences de presse et donc Emmanuel Macron a fait comprendre que la situation britannique est très opaque, qu'il ne comprend pas vraiment ce qui se passe et que, de toute manière, il faut 11 jours de mer, approuver 11 jours en mer entre 2017, 2018 ou 2019 pour pouvoir profiter de ces permis pour retrouver les Britanniques. Du côté britannique, Boris Johnson a fait une conférence de presse, on lui a posé la question... qu'est-ce que vous pensez de ces discussions? Alors, la seule chose qu'il a dit, le Premier ministre français Jean Castex, il a envoyé une lettre où il disait il faut punir les Britanniques parce qu'ils ont quitté l'Union européenne. Moi, je suis horrifié par cette lettre et de toute manière, ça ne passera pas du tout comme ça. Donc, on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez dit à M. Macron? Et il n'a pas répondu à la question. Il a dit, de toute manière, on est des grandes puissances et puis on va continuer à l'être, mais c'est comme ça. Donc, on n'a pas du tout su qu'est-ce qu'il y avait comme discussion entre les deux hommes. Alors, Emmanuel Macron a, en tous les cas, décidé de donner une chance supplémentaire aux discussions, mais le contentieux entre Français et Anglais au sujet de la pêche, on l'a dit, est hautement inflammable. En cause, le nombre de licences accordées aux pêcheurs français dans les eaux britanniques, jugé trop faible par Paris, qui menace donc Londres de mesures de rétorsion. Sujet de Romain Besnénou et Christophe Roquet. Boris, le gladiateur, contre Macron, le perturbateur. Avis de tempête dans la presse anglaise, très remonté contre la France dans la crise des navires de pêche. Pourtant, Paris a fait une concession hier en reportant de 48 heures son arsenal de sanctions contre le Royaume-Uni, accusé de délivrer trop peu de licences aux pêcheurs français. Emmanuel Macron veut donner une chance aux discussions, alors que ce week-end, la tension entre les deux pays est montée d'un cran. Si les Britanniques continuent à nous dire et à agir comme s'ils ne voulaient pas mettre en œuvre un accord, ce qui a été signé, ou commencer à bouger, je le regretterai. Mais nous ne pouvons pas ne pas répondre et ne pas défendre nos pêcheurs. Vous savez, cette affaire, c'est du pipi de chat comparé à la menace globale du changement climatique. D'après Paris,
le Royaume-Uni refuserait d'accorder la moitié des licences demandées pour pêcher au large de l'île de Jersey. Résultat, des dizaines de pêcheurs immobilisés à quai et très en colère. En espérant qu'on baisse pas notre culotte, quoi, et qu'on va jusqu'au bout. Moi, comme j'ai pas la licence, je suis du genre, faut rien lâcher, quoi. Hein. Ils veulent être chacun chez soi, à ce moment-là, chacun chez soi. Mais du coup, ils viennent pas chez nous. On est dépité, on peut plus rien dire. On sait qu'on a personne qui nous écoute, on a personne derrière nous, donc il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Si Londres ne plie pas d'ici jeudi, la France pourrait mettre ses menaces à exécution. Interdiction pour les navires britanniques de débarquer leur cargaison dans les ports français et renforcement des contrôles douaniers pour les camions de marchandises. L'escalade diplomatique. Notre patience atteint ses limites et il y a une volonté manifeste qui est exprimée de ne pas respecter l'accord. Les menaces proférées par la France sont totalement inacceptables. Les premières mesures que nous mettrons en application dès le début de semaine prochaine pourront être complétées s'il n'y a pas de geste des Britanniques. Si ces menaces sont appliquées, nous répondrons de manière appropriée et calibrée. À Jersey, les autorités dépendantes de la couronne britannique accusent la France d'être trop gourmande et dénoncent un calcul politique. On est parti avec un effort de pêche comme ça, et le contrat, l'agrément international, maintient cet effort de pêche. Il faut que ce soit le même en 2022, la même quantité de pêcheurs, le même effort de pêche. Et pour nous, ça c'est la clé, parce qu'on pêche déjà trop dans les eaux de Jersey, et on ne peut pas accepter d'une façon ou d'une autre que cet effort grandisse. Si on nous rajoute 50 bateaux pour faire plaisir, parce que politiquement, ça permettra à Macron d'être réélu, très bien, moi ça m'est égal, j'ai rien contre M. Macron, mais dans 2 ans, il n'y a plus de poissons. En France en tout cas, l'affaire devient politique. Les gros poissons de l'opposition reprochent à Emmanuel Macron de ne pas aller assez loin dans son duel avec Boris Johnson. Les îles anglo-britanniques, Jersey, Guernesey, nous les alimentons en électricité. On va leur faire payer beaucoup plus cher l'électricité. Je ne veux pas. On leur couperait l'électricité ? Je viens de vous dire, faisons-leur payer beaucoup plus cher. Ouais. Ce que je veux, c'est ne pas appliquer ces sanctions-là. Je veux que le gouvernement britannique comprenne et change d'attitude. C'est un bras de fer. Il ne faut pas avoir peur d'être dans la compétition, éventuellement dans la guerre commerciale. Il faut évidemment utiliser les moyens d'attention dont on dispose, mais à ce moment-là, il faut sortir là encore du modèle du libre-échange. Les Britanniques font 90% de leur exportation de leur pêche sur le marché européen. Eh bien, à ce moment, on leur a donné la possibilité d'accéder au marché européen sans droit de douane ni quota. Une réunion entre les ministres concernés, français et britanniques, aura lieu jeudi pour tenter de mettre fin à 10 mois de conflit et rétablir le calme au large de la Normandie. Question téléspectateur, Anne-Elisabeth Moutet. Que peut-il se passer si aucun accord n'est trouvé d'ici jeudi au sujet de la pêche ? On l'a entendu dans le reportage, on est assez va-t-en-guerre en France. Entendez, Xavier Bertrand disait qu'il faut jouer sur l'électricité, là. Alors, c'est une idée d'Annick Girardin, la ministre de la Mer, qui a dit qu'elle allait couper l'électricité à Jersey il y a plusieurs semaines déjà, quand la crise a commencé. Ce qui est vraiment vécu, alors là, comme une agression, dans la mesure où ils ont des hôpitaux, ils ont un certain nombre de gens qui ont besoin de choses d'urgence, qui ont besoin d'électricité, et que couper l'électricité pour une histoire de 50 licences de pêche, c'est tout de même un peu dérangeant. Les Britanniques, la France a menacé, elle a suspendu pour le moment sa menace qui devait commencer aujourd'hui 2 novembre, de faire un blocus complet des ports de pêche, des ports français aux navires britanniques, c'est-à-dire aucun navire britannique ne pourrait accoster dans un port français, et par ailleurs, elle voudrait vivement que l'Union européenne fasse la même chose. Ce que j'entends à Bruxelles, c'est que tout ça, c'est énormément de bruit pour un truc relativement petit. Mais on voit bien que tout le monde pousse essentiellement Emmanuel Macron, dans la mesure où on vient de voir des représentants. Xavier Bertrand, il est le président de la région Hauts-de-France, qui comprend les côtes en question. Il est évident qu'il n'a absolument pas les moyens politiques, et il est un peu plus calme d'ailleurs que Mme Girardin quand il dit qu'on va couper l'électricité. Le Rassemblement national, il saute là-dessus, et Emmanuel Macron est en campagne. Il nous a dit qu'il n'était pas en campagne, mais enfin c'est évident que là, si par hasard il cède, sans qu'il n'y ait pas l'impression au moins qu'on a obtenu des concessions, ça sera porté au compte au compte de campagne quelque part. Catherine Mathieu, oui. Oui, pour suivre par rapport à ce que vous disiez, Anne-Elisabeth, quand même cette question de Jersey.
tout le monde sait autour de Jersey qui allait pêcher dans les eaux de Jersey avant le Brexit. On parle vraiment d'un petit monde de pêcheurs. Les autorités de Jersey connaissent les pêcheurs français, les pêcheurs françaises connaissent les pêcheurs de Jersey. Donc moi je trouve ça vraiment triste qu'on se soit cristallisé sur cette question de la pêche autour de Jersey. L'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est très clair. Il faut effectivement que ce soit, c'est ce qui a été dit rappelé dans votre reportage, les mêmes pêcheurs qui continuent, ceux qui pêchaient déjà dans les eaux de Jersey, qui continuent à pêcher. Ça ne devrait pas être très compliqué de montrer ça. Que pense l'Union européenne, puisque la France écrit à Ursula von der Leyen en disant il faut punir les Anglais qui se comportent mal. Est-ce que les Européens nous suivent dans ce combat qui a l'air d'être assez personnel, on l'a dit, entre Emmanuel Macron et Boris Johnson? Que disent-ils? Je dis ça parce que Boris Johnson a écrit au Sunday Telegraph pour demander ce qu'Emmanuel Macron se maîtrise et cesse sa rhétorique agressive. Mais ce que dit l'Union européenne, pour l'instant, c'est qu'on a eu les États côtiers qui ont été d'accord pour soutenir la France il y a quelques semaines pour dire qu'il fallait que le traité de coopération avec le Royaume-Uni, le traité commercial, soit respecté. D'accord, mais ils ne sont pas allés au-delà. Ils n'ont pas suivi la France dans cette quête-là d'avoir davantage de bateaux ou davantage de licences qui soient accordées au niveau de Jersey. Donc ils ne nous suivent pas. En fait, on est peu soutenu par Bruxelles ou l'Allemagne qui dit si, il faut que les Anglais, il faut rendre gorge. Et non, en fait, pour l'instant, l'Union européenne, effectivement, il y a un traité qui a été signé, il faut qu'il soit respecté, mais on voit bien que l'Union européenne est très réticente pour aller au-delà. Et dans les discussions qui ont eu lieu ce week-end pour essayer d'assouplir les relations entre la France et le Royaume-Uni, on sait que l'Union européenne a essayé un petit peu de calmer le jeu entre les deux, et on n'aura jamais un soutien de l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne pour cette question spécifiquement de Jersey. On n'a pas les éléments actuellement suffisant pour avoir un soutien de l'Union européenne pour être dans le sens que souhaitent les autorités françaises. Et moi, je trouve que menacer, comme ça a été fait par la ministre de la Mer il y a quelques mois, Jersey, de couper l'électricité, alors effectivement, c'est prévu dans le traité que les Britanniques ont signé avec l'Union européenne. S'ils ne respectent pas le traité, on peut couper l'électricité, non seulement à l'île de Jersey, mais à tout le Royaume-Uni en fait. Mais il faut quand même que ces mesures, et ça c'est aussi écrit dans le traité, soient proportionnées. C'est-à-dire qu'on parle actuellement, on a des questions autour de 50 licences de pêche qui n'ont pas été accordées selon les souhaits des Français. Et couper l'électricité ou prendre des mesures de blocage d'arrivée des bateaux de pêche britanniques dans 6 ports français, ça semble quand même disproportionné. Et sur cette question-là, l'Union européenne ne peut pas suivre la France. Alors pourquoi c'est disproportionné, Philippe Talon? On a l'impression qu'il y a presque une bataille d'ego entre ces deux personnes, ces deux chefs d'État très identifiés que sont Emmanuel Macron et Boris Johnson. Alors, je vais essayer de faire simple, si vous voulez. J'ai entendu un descriptif assez juste, je crois, sur une média britannique qui disait l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'est que le Brexit ne réussit pas. Et l'intérêt, évidemment, de Boris Johnson, c'est que le Brexit réussit. Alors déjà, avec ça, c'est compliqué de trouver un terrain d'entente. Et pour revenir sur cette histoire de l'Union européenne, je pense que les autres pays sont obligés de soutenir la France, parce que la France fait partie de l'Union européenne et ses voisins sont obligés de lui porter leur soutien aussi, à reculons. Parce qu'ils savent que c'est une toute petite nombre de bateaux. Mais ils disent, bon, on ne peut pas dire que la France a tort. Mais en même temps, et puis l'argument d'Emmanuel Macron, j'ai entendu dire, c'est que, bon, on a besoin de trouver un accord avec les Britanniques. On demande à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de trouver un compromis, d'intervenir là-dessus. Et de toute manière, si on ne trouve pas un compromis, ce n'est pas seulement une dispute entre la Grande-Bretagne et la France, ce sera une dispute entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Comme ça, pour peut-être mettre la pression sur Boris Johnson, de dire, bon, vous trouvez un accord avec moi aujourd'hui ou avant jeudi, comme ça, tu t'iras très bien. Sinon, bon, ça va être beaucoup plus compliqué. Et l'autre chose qui est importante, il faut le dire, c'est que s'il n'y avait pas cette histoire de Brexit autour, le fait que la Grande-Bretagne ait quitté l'Union européenne, je pense que cette histoire de bateaux, ça aurait pu être réglé avec un coup de fil. Bien sûr. On parle de 50 bateaux. On parle de 50 bateaux, voilà. Ça fait également la une de la presse en Grande-Bretagne qui compare Macron à un Napoléon au petit pied. On a l'impression qu'aussi en Grande-Bretagne, on se régale de rejouer Trafalgar ou Waterloo et de retrouver enfin son meilleur ennemi, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, qui est la France. Oui et non, parce que je pense qu'il y a quand même une crainte réelle chez les Britanniques. Moi, j'ai vécu sur cette île pendant 12 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce historien géographe André Siegfried qui commençait ses cours à Sciences Po en commençant en disant « l'Angleterre est une île ». Eh bien, aujourd'hui,
les Britanniques se rendent compte, redécouvrent qu'ils sont une île et qu'ils sont vulnérables. Et qu'on ne va pas parler effectivement d'un blocus napoléonien. C'est le blocus continental de Napoléon, j'allais dire. Et effectivement, il y a quand même, on voit bien, alors peut-être pas avec une sorte d'armada qui entourerait l'île, mais néanmoins, il y a des petites choses, des petites mesquineries, des contrôles tatillons aux frontières, c'est-à-dire qu'à Calais, on a le robinet pour... On peut compliquer les choses, et je pense qu'il y a cette crainte, et au-delà même de ce qui est officiel, il y a aussi la crainte souvent récurrente des Britanniques, des mouvements sociaux français, avec les routiers, avec les pêcheurs qui peuvent bloquer facilement qui le tunnel sous la Manche, qui le port de Calais, de Boulogne ou autre. Et là, je pense qu'il y a une crainte et il y a une vulnérabilité, surtout à un moment où, il faut bien en parler, il y a quand même une réelle pénurie, un problème d'approvisionnement. On va en parler. Et donc, effectivement, je pense que cette crainte, effectivement, on rejoue les front pages, les unes des tabloïds rejouent parce que ça fait vendre du papier, le côté, la fameuse rivalité, ce que j'ai appelé l'entente glaciale. Néanmoins, il y a quand même une crainte qui est plus forte, et peut-être ceci explique aussi que les Français la jouent. On voit la une de la presse anglaise. Ils peuvent la jouer de façon un petit peu plus. C'est Clément Beaune, le secrétaire d'État, qui a dit. Les Anglais ne comprennent que la force. Eh bien, il y a le langage de la force. Le langage de la force. Ils ne comprennent rien d'autre. Ça a choqué horriblement cette déclaration du secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune, qui dit « Nous allons employer le langage de la force puisque c'est le seul que les Britanniques comprennent ». Je vais dire avec une litote britannique que ça n'est pas très diplomatique. Mais ça a terriblement choqué. Et effectivement, j'ai rappelé les détails du fameux blocus napoléonien entre 1806 et 1814, où la marine française, essentiellement, empêchait non seulement tous les bateaux, enfin essayait d'empêcher tous les bateaux britanniques d'approvisionner la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'île, et empêchait aussi même la circulation des vaisseaux neutres. Et arraisonnait même les vaisseaux neutres de façon à étrangler l'économie britannique. Alors, on est dans une échelle totalement différente puisqu'on a deux grandes puissances qui se font une guerre existentielle, que la puissance britannique est déjà une puissance maritime et que elle, 10 ans plus tôt, la Grande-Bretagne, elle avait aussi, avec des bateaux de la Royal Navy, avait fait envoyer des cargos entiers d'assignats, c'est-à-dire de billets papier de la monnaie de la Révolution, de façon à la rendre complètement inutile. Donc la guerre maritime, c'est quelque chose que les Britanniques connaissent. Mais c'est mal vécu, et c'est aussi vécu dans l'idée où il y a eu un vote diplomatique un vote démocratique sur le Brexit, et que l'idée que parce que vous avez mal voté, on va vous punir, c'est une chose qui choque un pays où essentiellement on a une démocratie parlementaire depuis des siècles. Oui, l'entente glaciale, nous disait Christian Roudeau, Catherine Mathieu. On le voit bien, une mésentente entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. Les couples se sont toujours mal entendus. Alors si on remonte avant, Tony Blair, Jacques Chirac ou Margaret Thatcher, François Mitterrand, ça n'a jamais matché? Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Il n'y avait pas forcément une grande entente, en tout cas. Dans l'histoire de la européenne, c'est vraiment entre l'Allemagne et la France qu'il y avait ce couple franco-allemand qui fonctionnait et qui faisait bien avancer l'Union européenne. Entre la France et le Royaume-Uni, il y a toujours eu, enfin, si on commence avec la création de l'Union européenne, simplement du marché commun, toujours cette distance entre les deux. Entre les Britanniques, on voit la photo là de Margaret Thatcher qui était très en faveur d'un libre-échange, d'une Europe très ouverte, très déréglementée. Et puis la France, on voit la photo de François Mitterrand qui était beaucoup plus sur une idée, on construit une Europe politique, on construit une Europe beaucoup avec un modèle social, avec davantage de réglementation. Donc il y a toujours eu des oppositions de fond, en tout cas en termes économiques, entre les dirigeants, mais finalement des dirigeants qui pouvaient bien s'entendre, comme, je crois, François Mitterrand et Margaret Thatcher. François Mitterrand et Margaret Thatcher s'entendaient bien, parce que pour le coup, on s'est dit que c'était pas le même style et pas la même politique. François Mitterrand et Margaret Thatcher avaient du respect l'un pour l'autre, vraiment, c'était des grands animaux politiques. On sait que pendant la fameuse guerre des Malouines, un missile Exocet de fabrication française avait coulé, qui est utilisé par l'armée argentine, la marine argentine, avait coulé le bateau Sheffield. Et quand ça c'était 160 morts, enfin c'était vraiment une catastrophe navale. Et on sait maintenant que François Mitterrand avait fait transmettre par des voies diplomatiques au gouvernement de Margaret Thatcher les plans de ce fameux missile pour savoir comment se défendre. Comme quoi, nous ne sommes pas condamnés à la mésentente
glaciale. Et il faut tout de même rappeler toujours la citation de François Mitterrand qui disait que Margaret Thatcher avait le sourire de Marilyn Monroe et les yeux de Caligula. Et je vous assure que dans sa bouche, c'était un compliment. Ouais, bon, enfin, c'est quand même un demi-compliment. Hein. Le dossier de la pêche est loin d'être la seule épine, on l'a dit, hein, dans le pied de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique enchaîne les difficultés, que ce soit la résurgence du Covid, les pénuries dans les magasins ou encore les tensions communautaires en Irlande du Nord. Des problèmes en cascade que Boris Johnson veut mettre de côté au moment où tous les regards sont braqués sur Glasgow, qui reçoit depuis hier la COP26. Sujet de Léa Dermidjian et Erwan Ilion. À Glasgow, Boris Johnson au centre du jeu diplomatique. Rayonnant, Bojo se verrait bien en sauveur du monde. Mais en réalité, son quotidien, c'est crise sur crise. Sur le front de l'épidémie de Covid, depuis mi-octobre, les contaminations repartent à la hausse. Plus de 40 000 cas détectés hier. Mais Boris Johnson refuse pour l'heure de revenir à des règles sanitaires plus strictes. Des inquiétudes, les Britanniques en ont aussi concernant les fêtes de Noël, et notamment sur le contenu de leur assiette. Depuis plusieurs semaines, un peu partout au Royaume-Uni, les rayons des supermarchés se vident. Et certains fast-food préviennent même que des menus ne sont plus disponibles. À la pompe aussi, Brexit rime avec pénurie. C'est complètement fou. C'est la première fois que je vois cela. Tous les livreurs, les routiers ont des problèmes pour arriver jusqu'en Angleterre. Et ça concerne aussi nos déplacements en voiture. Cette pénurie a beaucoup de conséquences. La vie augmente, l'électricité, les produits des supermarchés aussi. Le Royaume-Uni à sec et l'économie au ralenti. En cause, une pénurie toujours, mais cette fois de main-d'œuvre chez les transporteurs. Avec les nouvelles règles du Brexit, difficile d'obtenir un visa de travail. Alors dans cette entreprise, un tiers des chauffeurs sont repartis dans leur pays d'origine. Vous voyez tout ce qui est ici en rouge, on ne sait toujours pas quand on peut le livrer. Et la promesse des 5000 visas pour les travailleurs étrangers ne calme pas ces inquiétudes. La situation est vraiment difficile aujourd'hui. Et pour faire face, nous aurions besoin de faire venir 100 000 chauffeurs, pas seulement 5 000 pour sortir de la crise. Je pense qu'on a été nombreux dans le pays à avoir été aveuglés et à imaginer que le Brexit se ferait autrement. Aujourd'hui, beaucoup regrettent et se disent qu'ils n'auraient pas dû voter pour. Maintenant, il faut qu'on s'en sorte comme on peut. Malgré les pénuries et les difficultés du quotidien, Boris Johnson, lui, campe sur ses positions. Nous nous engageons maintenant dans le changement de direction que l'économie britannique attendait depuis longtemps. Nous ne reviendrons pas au même vieux modèle de bas salaire, de faible croissance, de faibles compétences et de faible productivité. Un Premier ministre qui craint surtout de voir ressurgir les tensions en Irlande du Nord. Hier, à 25 km de Belfast, dans un quartier unioniste, 2 hommes ont incendié un bus. Les unionistes, très attachés à l'identité britannique, refusent d'être séparés du Royaume-Uni et ne veulent pas de la frontière créée par le Brexit. Les gens n'accepteront jamais cela dans ma communauté unioniste. Et ça ira aussi loin que ça devra aller pour qu'on se débarrasse du protocole. Il n'y aura ni paix ni stabilité tant que le protocole nord-irlandais restera. Des unionistes excédés de devoir payer les conséquences du Brexit. Et le Royaume-Uni, secoué par une avalanche de mauvaises nouvelles. Autre inquiétude pour les Britanniques, l'état de santé d'Elisabeth II. Mais hier, voilà les Anglais rassurés. La reine a repris le volant pour une petite balade dans le parc du château de Windsor. Alors, question téléspectateur Anne-Elisabeth Moutet. Les conséquences négatives du Brexit ont-elles un impact sur la popularité de Boris Johnson ? Un peu, mais pas autant qu'on pourrait l'attendre et le craindre dans son cas et l'espérer, je dirais, du côté français. Il y a certainement l'impression que ces choses n'ont pas été bien gérées. Vous revenez de Londres. Est-ce qu'il y a des pénuries dont les Londoniens souffrent ?
Non, dans les magasins. J'ai fait mes courses pendant 10 jours à Londres et on ne va peut-être pas trouver nécessairement la marque de tel ou tel produit, mais on va trouver les produits. C'était pas du tout difficile d'acheter de la viande, d'acheter des fruits, d'acheter des choses nécessaires pour la maison. Donc ça, c'était pas vraiment un problème. Il y a un certain nombre de produits qui étaient vendus, par exemple, par Amazon et qu'on peut plus avoir parce que dans un sens comme dans l'autre, produits britanniques qu'ils essayent d'exporter avec des petites entreprises qui n'ont pas le service qui est capable de faire toute la comptabilité, la bureaucratie douanière qui maintenant est imposée. Donc il y a un ralentissement des échanges entre les deux pays. C'est-à-dire qu'avec le Brexit, ils voulaient retrouver de la fluidité, de la facilité, ils se retrouvent avec de la bureaucratie, c'est ce que vous êtes en train de dire. C'est le contraire de ce qu'ils espéraient. Alors, c'est le contraire de ce qu'ils espéraient sur l'Union européenne. Il y a des accords qui ont été signés, dont Catherine parlera mieux que moi. Mais il y a plus de paperasserie pour les entrepreneurs. Il y a beaucoup plus de paperasserie pour les entrepreneurs et il y a aussi donc, toute cette histoire-là. Les problèmes de logistique sont les problèmes les plus importants. Ce sont des problèmes qui ne sont pas uniquement dus au Brexit, puisque nous les connaissons en France. La Pologne elle-même a besoin de 40 000 chauffeurs de camions supplémentaires. Il y a eu une erreur de Boris Johnson qui n'a pas plu et lui, c'était pour lui une décision totalement politique, c'est-à-dire il a dit on va donner jusqu'à Noël, c'était il y a un mois, on va accorder 5 000 permis de travail jusqu'à Noël. Et il y a eu des réactions du syndicat, pour des chauffeurs de camions. Et il y a eu une réaction du syndicat des chauffeurs de camions polonais qui a dit si on me dit 1 an, je peux organiser ma vie de façon à 1 an aller travailler en Grande-Bretagne et voir la suite. Mais 3 mois, c'est pas la peine. Ouais. Il y avait cette une du Daily Mail, Catherine Mathieu, on parlait tout à l'heure des craintes du blocus continental, qui disait « Les Français font peser une menace sur Noël », comme si les Anglais avaient redécouvert qu'ils étaient une île et que leur cadeau, elle passait, on a l'impression, sous la Manche, et de se dire, au fond, on est à la merci des douaniers français maintenant. Les Britanniques n'ont pas redécouvert qu'ils habitaient une île, parce que justement, suite à l'accord de sortie qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, les pays de l'Union européenne ont mis tout de suite des contrôles aux frontières pour vérifier que les produits qui viennent du Royaume-Uni dans l'Union européenne respectent bien les normes de l'Union européenne. Mais du côté britannique, on n'a mis en place aucun contrôle. Donc c'est nous qui sommes très tatillons. On continue, nous sommes très tatillons du côté de l'Union européenne pour tous les produits qui sont fabriqués au Royaume-Uni et qui arrivent dans l'Union européenne. Mais du côté britannique, on a dit pour l'instant, on ne met pas en place de contrôle parce qu'en fait, les Britanniques savent bien eux-mêmes qu'ils ont besoin des produits de l'Union européenne. Les Britanniques importent une partie de leur alimentation, en particulier en provenance de l'Union européenne. Donc, eux n'ont mis en place aucun contrôle. Donc, les problèmes de pénurie qu'on a aujourd'hui, ce sont plutôt les problèmes, effectivement, qui sont liés aux chauffeurs routiers, au manque de personnel, et puis des problèmes qu'on a de façon plus générale, effectivement, et nous aussi, quand on parle de la question des jouets à l'approche de Noël, cette question se pose un peu partout dans le monde, et on a un effet de la pandémie qui a joué beaucoup, qui a fait que les chaînes d'approvisionnement ont été rompues à l'échelle mondiale, qu'on a un certain nombre de problèmes, et les problèmes britanniques, de ce point de vue-là, sont les mêmes que les nôtres. Et pourquoi est-on tatillon, alors nous, avec les produits qui viennent d'Angleterre, par souci d'avoir des produits adaptés ou bien par méchanceté vis-à-vis des produits anglais? Eh bien, je pense que justement, comme nous, du côté de l'Union européenne, nous ne souhaitions pas que les Britanniques quittent l'Union européenne, qu'il y ait un traité qui a été signé, on le respecte scrupuleusement. Avec un peu de zèle? Et donc, avec un peu de zèle, ça c'était très clair dès le début. Dès le 1er janvier, on a vu des images de douaniers aux Pays-Bas qui contrôlaient la venue des chauffeurs routiers en leur disant « Attention, là, votre sandwich, vous arrivez avec un sandwich, mais il ne peut pas entrer dans l'Union européenne parce qu'il y a de la viande dans votre sandwich. » Et elle n'est pas du tout... on n'est pas sûr qu'elle respecte les réglementations de l'Union européenne. Donc les douaniers français ou hollandais confisquent des sandwichs des chauffeurs de poids lourds britanniques quand ils débarquent sur le continent. Alors c'est ce qu'ils ont fait au tout début, on l'a vu dans les médias. Je pense que depuis, ça s'est quand même assoupli. On continue à avoir des flux commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les échanges, dans les données statistiques qu'on a, on a vraiment eu une forte chute des échanges en janvier entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et puis depuis, on a retrouvé à peu près les niveaux qu'on avait en 2020. Mais on est dans une situation, effectivement, où il y a des contrôles. Philippe Turle, que pensent actuellement les anti-Brexit britanniques? Quand vous retournez en Grande-Bretagne, dans votre pays, est-ce que vous vous dites, tiens, quelque chose a changé depuis que ce Brexit est effectif? Ou est-ce que c'est la vie d'avant? Alors, c'est pas complètement la vie d'avant, parce que, évidemment, il y a un sentiment, comment expliquer ça, général qu'on n'est plus dans l'Union européenne. C'est un sentiment psychologique peut-être dans la tête que les gens savent que maintenant, bon, on a coupé le cordon ombilical, on est complètement indépendant, on peut créer des liens avec qui on veut, où on veut dans le monde.
Le problème, c'est qu'avant le Brexit, pendant toute la période de négociation, il y avait les partis pour et les partis contre. Donc il y avait quand même des divisions qui étaient très profondes entre des amis, dans des familles où les gens ne disputaient plus, enfin disputaient tout le temps, ils ne discutaient plus parce qu'il y avait la mère qui était pour, le père qui était contre, la sœur qui était pour, le frère qui était contre. Donc ça a mené à des discussions très âpres et violentes entre ces deux partis. Depuis que le Brexit a eu lieu, ça s'est quand même calmé. Parce que je pense que les anti-Brexit se sont fait une raison que, bon, on a perdu, on est parti de l'Union européenne, on ne peut pas faire demi-tour, il faut qu'on vive avec, il faut qu'on essaye de faire le mieux possible avec la situation. Là où il y a un problème, c'est depuis qu'on a les problèmes d'approvisionnement d'essence, de nourriture, qu'on voit cette histoire de pêche, ça fait renaître encore cette colère des anti-Brexiteurs qui disent, ben voilà, vous voyez, on a eu raison, on aurait dû rester dans l'Union européenne, et donc ça recommence un petit peu. Et moi, je l'ai dit depuis le début de cette histoire, depuis le référendum de 2016, on a coupé le pays en deux entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il va falloir des années et des années pour cicatriser ces divisions, pour que les gens acceptent complètement que la situation a changé. Pour le moment, on est dans une situation un petit peu difficile, fébrile, où ça peut aller mieux pendant une certaine période et ça peut de nouveau, tout d'un coup, pour une raison X, s'envenimer entre ces deux partis. Donc Boris Johnson, évidemment, essaie de profiter de la situation pour régner d'une façon plus solennelle au-dessus de tout le monde. Mais c'est vrai que je pense sur le fond, la Grande-Bretagne a été fragilisée par le départ de l'Union européenne. Christian Audeau ? Oui, je suis d'accord. Effectivement, la Grande-Bretagne a perdu un petit peu de ce fameux soft power parce que pour l'instant, le Global Britain que proposait Boris Johnson, on attend toujours de le voir. Bon, peut-être qu'il y a eu cette affaire des sous-marins australiens. Mais, enfin, passons. Je voudrais quand même, pour répondre à la question de votre téléspectateur ou votre téléspectatrice, dire une chose essentielle. Il faut quand même avoir en tête que le système politique britannique est très binaire. Hein. C'est les travaillistes d'un côté, les conservateurs. À un moment, il y a eu les Lib Dem. Enfin bref, c'est deux grands partis qui s'affrontent. Il faut quand même prendre en considération que Keir Starmer, qui est pour l'instant un leader politique qui a du mal à s'imposer. Et le leader travailliste. Voilà, le leader travailliste, il est plutôt faible et c'est la grande chance de Boris Johnson. Et notamment le fait que Keir Starmer ne veut pas rouvrir la blessure du Brexit. Donc il n'y a pas de clivage politique. Du coup, finalement, le plus grand opposant, il vient de France avec Emmanuel Macron actuellement, mais il vient certainement pas, ou alors on pourrait dire aussi de l'Écosse avec Nicola Sturgeon, où là c'est très sérieux, parce que les Écossais, eux, n'ont pas avalé effectivement l'affaire du Brexit, mais sur la scène politique britannique, essentiellement, il n'y a pas une opposition virulente et il n'y a en tout cas pas une volonté de rejouer le match. Anne-Elisabeth Moutet, Christian Audeau parlait à l'instant de l'affaire des sous-marins et c'est vrai que la Grande-Bretagne a raflé ce contrat des sous-marins aux dépens de la France. Joe Biden, donc la France en a été meurtrie. Est-ce que ça aussi, ça pèse dans l'animosité qu'entretient Emmanuel Macron vis-à-vis, je vais dire, du monde anglo-saxon? Il est très sévère vis-à-vis du Premier ministre australien. Il en a beaucoup voulu à Joe Biden. Il en veut à Boris Johnson. Les Français se sont pris une claque que ne supporte pas Emmanuel Macron. Alors, la France avait raison dans l'affaire des sous-marins, parce que la France a négocié un contrat pendant des années, avec des propositions, avec, contrairement à ce qu'ont dit ensuite les Australiens, la fourniture d'un sous-marin qui était un sous-marin diesel avec un très grand rayon d'action de 18 000 milles nautiques, c'est-à-dire c'est 2/3 de la circonférence du globe. Et pendant ce temps-là, les Australiens étaient en train de discuter à la fois avec les Américains et les Britanniques, c'est pas Boris Johnson seul qui a raflé quoi que ce soit, pour quelque chose de similaire. Et vraiment, quand Macron dit avec animosité, on lui demande, je crois que c'est au G20 d'ailleurs, est-ce que vous croyez que Scott Morrison, l'Australie, vous a menti? Il dit, je ne crois pas, je le sais. Malheureusement, il faut rentrons dans les détails techniques. Nous pouvions fournir ces sous-marins en 2030. Les sous-marins qu'ils ont fini par commander, ils ne les auront qu'en 2040. Ils ont dit « Ah, mais la France nous donnait des sous-marins diesel et pas des sous-marins nucléaires. » La France fabrique des sous-marins nucléaires. On a fabriqué en tout 250 sous-marins, c'est beaucoup. On en a fait 30 qui étaient nucléaires. On a parfaitement la capacité de le faire. Il suffit de nous dire « Ah, je voudrais, là, sur l'étagère, le sous-marin nucléaire. » D'où le sentiment d'humiliation. La France a été reléguée en tant que pays de seconde zone qui n'a rien à faire dans la cour des grands.
c'est pas tout à fait ça, c'est plus compliqué, mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Le langage et l'expression d'Emmanuel Macron, qui avait raison, a été mauvais, parce que ça a été extraordinairement agressif, vindictif et personnel, alors qu'il fallait sortir par le haut, ou tout de moins c'est conçu comme ça, spécialement dans la sphère anglo-saxonne. La réalité, c'est que la France a une légitimité. Tout ça, ça allait avec des alliances militaires et diplomatiques sur l'Indo-Pacifique. La France a une très grande présence en Indo-Pacifique. Je crois qu'on est le pays qui a le plus d'eau territoriale parce qu'on est sur les 5 continents. Et à partir de ça, il y a eu un manque de confiance qui était un manque de confiance réel des Anglo-Américains et des Australiens, disant si nous voulons être plus offensif contre la Chine, parce que c'est à ça qu'on servent ces sous-marins, on ne sait pas si on peut compter sur la France. Et encore une fois, l'idée ensuite d'être extraordinairement agressif, et alors qu'on est qu'on a raison, que les autres sont dans leur tort, ça a démoli les coups de menton et je dirais les coups de gueule ont démoli un cas qui était parfaitement possible de défendre. Philippe Turle, quand on regarde ça de loin, on se dit il y a une rivalité franco-anglaise. Là, c'est les Anglais qui ont mis un point et la France qui a 0. Je pense que le fait que la c'est comme ça qu'on l'a vécu. La France retire son ambassadeur de l'Australie et des États-Unis, mais pas de la Grande-Bretagne, on dit long sur le sentiment que Emmanuel Macron a de mépris vis-à-vis de la Grande-Bretagne et de Boris Johnson dans cette affaire, en disant c'est même pas la peine que je le fais parce que ils ont tellement un petit rôle dans cette histoire, c'est juste pas pour chercher la petite bête qu'ils ont fait ça. Il n'y a pas un peu d'arrogance côté français quand vous décrivez cette situation? Ce qui était important de souligner, c'est qu'au G20, il y a eu une rencontre entre Emmanuel Macron et Joe Biden qui a eu lieu à l'ambassade de France du Vatican. Ce qui était assez important parce que c'est en terrain français. Donc ils ont fait venir Joe Biden à l'ambassade du Vatican et quand il est arrivé dedans, il y a un journaliste américain qui a crié « Alors est-ce que vous vous êtes excusé auprès de Emmanuel Macron ?» Il a dit « Ben non, je m'excuse auprès de qui ?» Donc les deux hommes rentrent dans l'immeuble, mais Joe Biden a quand même fait comprendre à Emmanuel Macron qu'il pensait que la France était mieux informée, que oui, c'est vrai qu'on n'a pas traité la France comme il aurait fallu. Donc, quelque part, Emmanuel Macron a eu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire il a eu une espèce de reconnaissance de la part des États-Unis parce qu'il fallait absolument qu'il marque des points après que ce contrat lui a été retiré. Et je pense que le rencontre au G20, c'était très important pour Emmanuel Macron de retrouver une espèce de place sur la scène internationale. Oui, la France est un grand pays. On vient de faire reconnaître cela de la part de Joe Biden. D'accord, c'est un peu de calinothérapie après la gifle infligée. Alors, l'autre front ouvert entre Londres et Paris se trouve sur les côtes de la Manche. La France attend toujours les 63 millions d'euros promis par le Royaume-Uni pour l'aider à lutter contre l'immigration clandestine. Depuis le début de l'année, 17 000 personnes au moins ont traversé la Manche. C'est déjà le double du chiffre de l'an dernier. Reportage à côté de Calais de Théo Manval avec Diane Cacciarella et Ilana Azinko. De longues étendues de sable abritées par des dunes au bord de la Manche. À 30 km au sud de Calais, les plages d'Ambleteuse, nouveau point de départ des migrants tentant de rejoindre l'Angleterre. Ils se mettent un peu dans la nature en attendant, soit ils arrivent le matin, soit ils arrivent l'après-midi, et puis en attendant que la marée soit propice pour qu'ils puissent prendre les embarcations et espérer rejoindre la mer. Au petit matin, ces scènes se sont multipliées ces derniers mois. Des dizaines de personnes, dont des enfants, qui s'élancent dans la Manche à bord de ces Zodiacs. Fini les départs du port de Calais, trop sécurisés. Même si la traversée s'annonce ici plus longue, 44 km jusqu'aux côtes britanniques. Certains jours, ils peuvent être une centaine à errer sur cette plage ou dans le village, laissant les habitants démunis et en colère. Bon, allez, on ouvre le tunnel, on laisse partir en Angleterre. On ne peut rien de foutre des Anglais. Ils ont voulu quitter l'Europe. C'est très bien, terminé. Par contre, maintenant, ils sont là. C'est les communes comme Ambleteuse, une petite commune, ils sont obligés de les secourir, de les soigner, de les nourrir. Maintenant, on se pose des questions. À qui l'ardoise, elle va? On ne sait pas. La présence policière a pourtant été renforcée. Les uniformes visibles partout. Mais ça ne dissuade pas ces candidats à l'Angleterre qui se massent toujours plus au nord, dans le camp de Grande-Sainte. Ce jeune Égyptien a tenté la traversée la veille de notre rencontre. On s'est caché dans la forêt, dans le froid, pendant 3 ou 4 heures. On a attendu la voiture qui nous amenait le bateau.
Après, on s'est fait arrêter. Mais la police nous a relâchés. On est revenu ici. On va attendre 1 ou 2 jours et essayer encore. On va arriver à passer en Angleterre. Une détermination et un constat qui ulcère les autorités britanniques. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 personnes ont réussi à atteindre les côtes anglaises, déjà le double de toute l'année dernière. D'où ce premier coup de colère de la ministre de l'Intérieur, Priti Patel, début octobre, accusant la France de ne pas tenir la frontière. J'ai été très claire, les Britanniques attendent des résultats concrets. Empêcher les traversées de migrants est une priorité absolue. Réponse quelques jours plus tard de son homologue français. Gérald Darmanin rappelle l'accord entre les 2 pays. Londres doit verser de l'argent pour aider à mener ces contrôles. Je veux redire que les 63 millions évoqués par le gouvernement britannique, pour l'instant, nous n'avons pas vu la couleur financière. Pourtant, des gendarmes ont été embauchés en plus, des moyens technologiques ont été achetés pour justement garder cette frontière. Mais ces derniers jours, Calais est surtout redevenu un sujet de politique intérieure. Avec cette grève de la faim entamée par un prêtre et 2 militants associatifs, il dénonce le sort réservé aux migrants par la police française. À Calais, les expulsions des personnes exilées sont quotidiennes. Nous, nos revendications, la première, c'est d'arrêter les expulsions pendant la trêve hivernale, que leurs affaires personnelles, notamment leurs tentes, mais aussi tout le reste, les sacs de couchage, les sacs à dos, les téléphones portables, les papiers d'identité, tout ça, qu'on arrête la confiscation de ces affaires. Alors le gouvernement a dépêché un médiateur, Didier Lesky, patron de l'Office français de l'immigration. Ce matin, dans le journal Le Monde, il fait 4 propositions. Débloquer de nouvelles places d'accueil, proposer un hébergement à chaque migrant hors de Calais pour éviter leur retour, assurer des maraudes et en finir avec les évacuations surprises, laisser 45 minutes pour récupérer ses affaires. Mais cela suffira-t-il, alors que le gouvernement se s'est aussi attaqué à droite et à l'extrême droite sur sa politique migratoire? Le président du RN, Jordan Bardella, est venu à Calais en septembre. Vous pouvez voir derrière, la station-service est entourée par un mur avec des barbelés. Et évidemment, il est nécessaire de mettre fin à cette submersion. Et il n'est sans doute pas le dernier, à 5 mois de la présidentielle. Alors, question téléspectateur Christian Roudot. Qu'en est-il du dossier sensible de l'immigration illégale? Qui est en position de force? C'est vrai qu'on l'a vu dans le reportage, c'est un peu bizarre de voir que les Anglais, les Britanniques ont confié à des policiers français le soin de contrôler leurs frontières, ce qui est quand même quelque chose de très stratégique. Mais ça remonte parce que c'est un problème récurrent qui date depuis le début des années 2000. Depuis, on avait parlé de Sangatte, après il y a eu la jungle de Calais. Il y avait eu des accords 2003, c'était les accords du Touquet, pour faire en sorte qu'effectivement, parce que la Grande-Bretagne ne faisait pas partie de Schengen, qu'il y ait une frontière physique, mais qu'elle soit ramenée du côté français. Et donc, il y avait un accord financier. C'est vous qui prenez en charge physiquement avec vos gendarmes la question des frontières, mais effectivement, la Grande-Bretagne met au pot. Donc c'est pour ça que de la part de Priti Patel, qui est un peu la dame de fer du Home Office, venir dire que les Français ne font pas l'essentiel, ce qui a été très bien dit dans votre reportage, c'est quand même, on parle d'une bande de 120 km de long. Donc est-ce qu'on imagine qu'il va falloir avoir un policier sur chaque plage, sur chaque mètre carré pour empêcher? Et puis si on revoit les chiffres, regardons les chiffres. Effectivement, on voit qu'il y a une augmentation. C'est 17 000. Pour cette émission, j'ai fait le petit calcul. Ramené en journée, ça ramène à une 50aine de clandestins qui a tenté la traversée. C'est pas non plus une sorte de... Comme les bateaux. C'est pas comme si les Français, les gendarmes français restaient les bras croisés. Alors c'est vrai que là, effectivement, encore une fois, on avait ce duo Boris Johnson et Emmanuel Macron. Là aussi, on a un peu un duo de choc entre Priti Patel et Gérald Darmanin. Et ça n'aide pas, effectivement, à une façon de régler pacifiquement ce problème qui est récurrent, qui date depuis de bientôt un quart de siècle. Problème qui est récurrent. Philippe Toll, ça a été l'un des ressorts du vote du Brexit, la question de l'immigration légale et illégale. Oui, alors l'un des arguments du Brexit, c'est on va mettre fin à l'immigration illégale, surtout les migrants. Et il y a beaucoup de gens qui ont cru que si on quitte l'Union européenne, il n'y aura plus de migrants qui vont traverser la Manche. Surtout ceux qui habitent dans le sud-est de l'Angleterre, qui disent toujours submergés par les gens qui arrivent, qui sont dans les rues, etc., qui n'ont aucun logement, ne savent pas où aller. Le problème, c'est que les migrants, ils ne demandent pas l'asile politique en France pour aller en Angleterre. Ils y vont d'une façon
clandestine, donc qu'il y a Brexit ou pas Brexit, pour eux, ça ne change strictement rien. Les bateaux vont continuer à venir. Donc, le problème n'est pas réglable avec le Brexit ou avec une législation passée entre la France et la Grande-Bretagne. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens en Grande-Bretagne qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe? On a toujours les migrants qui viennent, on a toujours ces bateaux qui partent. » Vous savez, la seule chose qui va arrêter les migrants, c'est le mauvais temps. Et là, on a eu une période de très beau temps au mois d'octobre avec beaucoup de soleil, une mer calme. Les gens, ils vont venir. Donc, que vous mettez un policier tout le long de toutes les plages, ça ne changera rien parce que les migrants sont quand même assez malins. Ils vont trouver un endroit où il n'y a pas de policiers, ils vont mettre un bateau, ils vont y aller. Donc, c'est très compliqué pour empêcher les migrants de venir. La seule chose qu'ils empêcheraient, quand il fait très mauvais temps en hiver, il y a des orages, la mer est très agitée, évidemment, bon, ces petits bateaux-là, ils ne vont pas tenir, donc ils ne viendront plus. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Anne-Elisabeth Moutet, justement, pourquoi le Royaume-Uni attire-t-il toujours autant les migrants ? Alors, il attire les migrants parce qu'il y a encore maintenant un système d'aide sociale aux migrants, une fois qu'ils sont arrivés, qui est beaucoup plus généreux que le nôtre. Ah ouais, ça, c'est vous tordez le cou à un canard, là. On se dit que c'est la France qui est championne des aides sociales. Eh bien, il y a des aides particulièrement au logement qui permettent à tous les migrants d'avoir un logement plus ou moins décent, mais certainement plus décent que ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas en France. Et puis, beaucoup ont déjà des gens qui sont clandestins, qui sont venus des mêmes pays et qui sont là et dont la langue étrangère est également l'anglais. On a vu dans le reportage un migrant égyptien, il ne parle pas français, il parle anglais. On remarque aussi qu'il y a un nombre absolument disproportionné de migrants qui sont des hommes de 25 à 35 ans et pas beaucoup de plus vieux, pas beaucoup de familles. Mais il faut savoir l'économie de ce système de migrants, c'est-à-dire qu'on les met sur un Zodiac. Je fais de la voile, j'aime mieux vous dire que traverser la Manche, même en plein été, sur un Zodiac, c'est pratiquement impossible. Les passeurs qui font payer des fortunes à ces gens qui arrivent jusque-là, les mettent sur ces bateaux dangereux parce qu'ils comptent sur les gardes-côtes et la loi de la mer. À partir du moment où on est en mer, il y a la loi de la mer et c'est une bonne chose qui doit repêcher, quelles que soient les conditions, les gens qui sont en situation de naufrage. Et les associations non gouvernementales et les passeurs, qui sont alliés objectivement, comme on disait dans l'ancien temps, même si évidemment ils ne s'aiment pas les uns les autres, sont là pour simplement créer des conditions d'une détresse maritime qui fait qu'ensuite on est obligé d'aller repêcher les migrants. Tout ceci parce qu'en réalité ils sont bien arrivés par quelque part en France et donc il y a un problème à l'autre bout de l'espace Schengen et sur les côtes françaises. Il y a un point essentiel aussi, c'est que, sauf erreur de ma part, à moins que ça ait changé récemment, il n'y a pas de contrôle d'identité dans les rues anglaises. On n'est pas obligé d'avoir une carte d'identité ou un passeport. Et finalement, par définition, c'est plus facile d'être un clandestin en Grande-Bretagne qu'en France, où il y a beaucoup plus de contrôle d'identité. Catherine Moutet, y a-t-il de nombreuses pénuries au Royaume-Uni depuis le Brexit? Alors on dit ça et là, d'ailleurs, qu'il y en a moins en Irlande du Nord, qui peut être approvisionnée par la République d'Irlande, qui, elle, est dans l'Union européenne. Comme quoi, l'Europe, c'est la solution, le Brexit, c'est la pénurie. Je ne sais pas si je suis clair dans la logique, mais les anti-Brexiteurs disent ça. Oui, ça c'est une position forte, hein, effectivement. Non, mais il est vrai qu'à l'intérieur de l'Irlande, comme il y a cette absence de frontières entre les deux Irlandes, les marchandises peuvent continuer à circuler librement comme les voyageurs. Donc ça fonctionne très très bien. Et ce qu'on voit effectivement depuis le début de l'année, c'est qu'il y a une forte montée des flux d'échanges entre les deux Irlandes par rapport à ce qu'on avait avant. Donc effectivement, parce qu'on a exigé et obtenu qu'il n'y ait pas de frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Parce qu'en fait, là, c'était une réalité politique qui s'imposait aux Britanniques comme à l'Union européenne, qui était que pour garantir ce processus de paix en Irlande du Nord, cet accord de Belfast, il fallait éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes. Donc effectivement, les magasins sont toujours bien achalandés en Irlande du Nord. Et puis, mais alors là, ça va être le sujet des prochains jours, juste après la COP26. Il y a cette question du protocole de l'Irlande du Nord que les Britanniques souhaitent remettre en cause, ce protocole qui fait qu'aujourd'hui, en respectant les règles de l'accord de commerce, les Britanniques ne peuvent plus vendre les marchandises qui sont produites en Grande-Bretagne, en Irlande du Nord, si ces marchandises ne respectent pas les règles de l'Union européenne. Donc ça pose un grand problème pour le coup d'approvisionnement des magasins en Irlande du Nord. Ça fait des mois que les Britanniques essayent de revoir ce traité, cette partie du traité, ce protocole
protocole de l'Irlande du Nord. Les pays de l'Union européenne ont fait des propositions pour assouplir justement les vérifications. On n'a pas encore trouvé une solution qui fonctionne complètement pour cela, mais ça va être dans les prochains jours qu'on va revoir ce sujet surgir. Anne-Elisabeth Moutet, il n'y a pas que le commerce en Irlande du Nord, il y a aussi deux communautés, les protestants qui sont fidèles à Londres et les catholiques qui sont fidèles à Dublin. Est-ce que justement ces chamailleries et ces histoires de frontières ont ravivé la tension entre protestants qui pourraient se sentir abandonnés par Londres et catholiques qui pourraient se sentir enivrés par la perspective d'une réunification de l'Irlande? Alors, ça fait partie du paysage politique. Je dirais que ce n'est pas tout le paysage politique parce qu'en réalité, il y a une identité régionale. En Irlande du Nord, les Irlandais du Nord ne sont pas des Irlandais de la République d'Éire. C'est tout de même pas la même nationalité. Et il y a des membres du Sinn Féin qui ont donné des indications à des journalistes en général neutres pour dire écoutez, ce n'est pas nécessairement là-dessus qu'on a envie de recommencer une bataille. Donc, il n'y a pas que des mauvais signes. Mais c'est vrai que d'une part, les gens des partis unionistes qui ont soutenu la Grande-Bretagne se voient abandonnés. Donc ça, c'est pas une bonne situation. Et puis, il y a tout de même le souvenir de ce que les Anglais ont appelé, avec aussi le sens de l'euphémisme britannique, les troubles, qui était une guerre civile qui a duré 25 ans, et que les accords du Vendredi Saint de 1998, qui sont une grande réussite de Tony Blair, imposent qu'il n'y ait pas justement cette frontière physique. Alors si on ajoute en plus dans le mélange le fait que des deux côtés, vous avez des milices paramilitaires avec des armes et tout, et bientôt ça devient des mafias, et qu'il y a tout de même tout un système de trafic chez les catholiques comme chez les protestants qui sont considérablement aidés par l'absence de cette frontière, et ça c'est bien avant les histoires de Brexit. C'est une poudrière. C'est pas une poudrière comme le Liban, mais c'est tout de même une poudrière. Comment qualifier les relations hors caméra entre Boris Johnson et Emmanuel Macron? Ils avaient l'air de vieux copains par moment. Ce qui est très curieux, c'est que je reviens sur ce que j'ai vécu ce week-end à Rome. On se disait, bon, il y a une grande tension et qu'il y a des mots qui passent, que les Britanniques sont pas sérieux, que les Français non plus, que ça risque d'être des négociations extrêmement compliquées et violentes. Et quand on voit les deux hommes, on a l'impression de voir deux amis qui se retrouvent, ils font comme ça, ils se tapent sur le dos, ils sont très amis. Et là où Emmanuel Macron l'a quand même souligné, parce qu'on lui a posé la question, il a dit, bon, nous, on est deux puissances, comme on a évoqué tout à l'heure. On a un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, on a des puissances nucléaires. Donc tout ça, c'est des questions bilatérales, mais ce n'est pas des questions militaires internationales. Donc on va le régler, mais sur le fond, j'aime beaucoup la France. Et Boris Johnson, il a dit, et Emmanuel Macron aime beaucoup l'Angleterre, il a dit qu'il a vécu là-bas. Donc je pense que c'est un hic dans les relations entre les deux pays, mais c'est vrai que ce n'est pas la dernière fois qu'on verra ça. Et pourtant, Elisabeth Moutet, je voudrais qu'on regarde une photo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux pour illustrer la tension un peu virile qu'il y a eu entre Boris Johnson, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, et Emmanuel Macron, comme si au fond, on était un peu dans une cour de récréation, classe d'école, entre deux bad boys qui veulent se friter. Moi, je dirais plutôt que l'attitude d'Emmanuel Macron est tout à fait constante, et c'est celle du très haut fonctionnaire. C'est quelqu'un qui non seulement a fait l'ENA, mais est sorti dans ce qu'on appelle la botte, dans les 5 premiers. Il est inspecteur des Boris finances. Johnson aussi oui, mais il considère que c'est pas l'ENA. Mais il y a une arrogance française. Un Anglais qui a fait Oxford ou Cambridge, il s'en excuse, il fait ça très calmement, il dit oui, j'ai fait quelques études. Enfin, c'est sûr, il s'en vante pas. C'est tout le contraire, le français. Il vous attaque. C'est une interprétation. Je ne partage pas. Même dans les entreprises en France, le patron a toujours raison. Il engueule les gens en public, ce qui est une chose qui est inconcevable en Grande-Bretagne. Il y a une incompréhension, je dirais, civilisationnelle entre ces deux-là, qui est compliquée par le fait que Emmanuel Macron parle une langue qui ressemble beaucoup à de l'anglais, mais qui n'a pas tout le background culturel qui fait que les mots veulent dire quelque chose dans votre langue. Et donc, sa grammaire est bonne, son vocabulaire est bon, mais l'existence de différences culturelles, je ne suis pas sûre que ce soit bien compris. Christian Oudot. Juste un dernier mot. Cette photo m'inspire cette fameuse déclaration de Douglas Jerrold. La meilleure chose entre la France et l'Angleterre, c'est la Manche.
C'est la manche. Mais Catherine Mathieu, quand même, les relations personnelles, ça compte dans les relations bilatérales entre deux pays. Oui, bien sûr, ça compte énormément. Mais dans le cas présent, on est vraiment, comme on le disait plus tôt dans l'émission, avec deux grands leaders, un pour le Brexit, un pour l'Union européenne. Et ça, c'est ça le problème sur le plan politique. Comme je dis toujours, c'est comme un vieux couple qui est obligé de vivre ensemble mais qui ne s'aime plus. Et donc, il faut trouver une solution même si on ne s'aime pas. Eh bien voilà, c'est sur cette métaphore que se termine cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.